il y a plusieurs activités, plusieurs innovations qui ont été apportées. Vous convenez avec moi qu'après 4 éditions, il est important qu'au niveau de la 5e édition, qu'on sente une progression. Et avec tout ce qui se fait au niveau de l'écosystème industriel et entrepreneurial de façon générale, il y a plein d'innovations que vous allez observer, d'où la grande foire à la place de l'Amazon, où il y aura plus de 150 stands avec des produits complètement innovants. Vous allez voir les produits manufacturés à partir de matières premières issues du Bénin. Et donc, c'est juste pour vous dire que, par exemple, quand vous voulez faire votre adoé, en temps normal, vous mettez votre haricot pendant 2 heures, voire 3 heures de temps, puis vous faites la friture, etc. Aujourd'hui, tout est facilité par le génie entrepreneurial de nos industries locales. Vous avez par exemple la poudre du haricot, vous avez la friture toute faite, donc en moins de 30 minutes, vous avez votre adoé. C'est pareil pour le wasabasa, c'est pareil pour l'igname pilé. Il y a la farine aujourd'hui de l'igname et ça facilite la tâche justement à toutes ces femmes dynamiques-là pour qu'elles puissent allier travail et puis équilibre familial. Donc aujourd'hui, vous allez rentrer, vous avez envie de manger votre igname pilé, vous n'allez plus prendre l'igname épelé, mettre ça au feu pendant des heures. Vous avez la farine de l'igname qui est là et tout de suite vous avez vos sauces, les légumes sont pré-cuits, etc. En dehors de cette grande foire qui va durer 13 jours à la place de l'Amazon, il y aura également des marchés éphémères dans nos différents départements. Il s'agit également de connecter le sommet à la base à travers une foire mobile. Donc la foire mobile va aller vers les producteurs, vers différentes catégories de nos populations pour pouvoir montrer tout ce qui se fait de bien et de beau à la zone de produits par exemple et dans les autres zones industrielles pour montrer cette dynamique-là et faire en sorte que de façon collective que nous puissions participer au développement holistique de notre pays. Vous savez, Joseph Guy Cerveau disait que on ne développe pas, on se développe. Il nous revient à chaque Béninoise, à chaque Béninois de consommer ce que nous produisons. Parce que si nous ne consommons pas ce que nous produisons, comment allons-nous développer notre économie? Comment allons-nous créer de l'emploi? Et c'est d'ailleurs pour cette raison, comme au niveau des autres éditions, il y a chaque fois un thème. Et le thème de cette année, c'est consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Je crois que le thème en lui-même est tout un programme. Amener chaque citoyen, chaque citoyenne de la zone UEMOA à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Parce que c'est en produisant, c'est en consommant justement que nous arriverons à permettre à nos entrepreneurs à améliorer la qualité de leurs différents produits. Donc, faire en sorte que les consommateurs soient des acteurs de la consommation, donc d'où le thème consomme acteur. Et c'est comme ça que nous allons permettre à nos différentes entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits et en consommant justement de produits à échelle pour que les prix soient compétitifs et puissent aller non seulement conquérir le marché intérieur, mais également le marché international. Et donc, chacun de nous est invité à cette grande foire à la place de l'Amazon qui lance le mois de consommer local. Et il est important de rappeler que le mois juste consacre toute l'énergie pour dire, ben voilà la dynamique qui se fait dans nos différents pays. Sinon, comme vous le savez, chacun de nous consomme au quotidien. Donc, la consommation locale, c'est de janvier à décembre. Selon la déclaration du procureur spécial Près-la-Criette, des individus se préparaient à remettre en cause l'ordre constitutionnel ce vendredi 27 septembre 2024. Une information que nous avons apprise avec stupeur, consternation et incompréhension. Ce d'autant que l'opinion nationale et internationale a cru que la période d'accession au pouvoir par la force était révolue chez nous au Bénin depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. C'est pourquoi
Cette information a suscité l'émoi et l'indignation du peuple béninois tout entier. Nous, députés de la 8e législature, acteurs des récentes réformes du renforcement de notre système démocratique, saisissons cette occasion pour dénoncer et condamner avec la dernière vigueur toute tentative de prise de pouvoir par la force. Une démarche qui s'inscrit fermement dans la droite ligne de nos partis respectifs, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, qui ont promptement réagi contre cette insoutenable tentative de déstabilisation. Nous réitérons le credo de notre démocratie qui veut que des élections libres et transparentes soient les seuls et uniques moyens d'accéder au pouvoir sur la terre de nos ancêtres. Nous exprimons notre totale solidarité au président Patrice Talon et notre entière confiance en la justice pour faire la lumière sur ce drame que nous avons évité de peu. Nous appelons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et tout le peuple béninois à un sursaut patriotique pour protéger et défendre ces institutions, dont la plus importante est la magistrature suprême incarnée par le président Patrice Talon, contre toute tentative ignoble et inopportune. Nous saluons les forces de défense et de sécurité de notre pays, qui, depuis l'historique conférence nationale, ont toujours joué leur partition par leur neutralité politique et leur dévouement au service de la défense de l'intégrité territoriale. Nous invitons pour finir les uns et les autres à prier pour notre cher et beau pays, le Bénin, et son chef, le président Patrice Talon. Vive la démocratie, vive le Bénin. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, membre du Parlement de la CEDEAO, a été victime d'une agression à Lomé le 29 septembre 2004 lors d'une réunion publique co-organisée par Dynamique pour la majorité du Parlement, une plateforme de l'opposition togolaise, rapporte RFI. Quelques instants après le début de la rencontre tenue au siège de la Convention démocratique des peuples africains dans le quartier de Baie, l'homme politique sénégalais semble avoir reçu des coups et ou des objets qui lui ont occasionné des blessures au bras et à la tête alors qu'il avait entamé un discours. Dans la salle abritant la rencontre, des hommes ont commencé par balancer des chaises en direction du présidium où avaient pris place les invités, indique la même source. Puis, ils ont entrepris une opération de destruction systématique de tout ce qu'il était possible de détruire ou de confisquer, en particulier le matériel de sonorisation, les micros et dictaphones des journalistes, les téléphones portables. Dans une débandade générale, les militants ou simples citoyens venus assister aux échanges ont vite quitté le siège de la CPDA pour échapper à la fureur des assaillants. Mais dehors, ces derniers ont poursuivi leur vendetta en saccageant les vitres des véhicules qui leur étaient accessibles avant de s'éloigner, apparemment sans crainte et à visage découvert, précise la source. C'est extrêmement grave. Vous ne trouvez pas? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les Togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai. On vous a vu trimballer par terre. Quelle serait la suite de votre combat? Ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise Honorable Kafoui, qui a l'âge de leur mère.
c'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui, en plus, est députée, donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main sur elle. Il paraît que le ministre vous a interdit de venir ici. Le ministre... Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Vous êtes des journalistes. Vous ne devez pas colporter n'importe quoi. Comment osez-vous me dire il paraît? Mais demandez au ministre. Est-ce qu'il a notifié un arrêté d'interdiction aux organisateurs? Vous n'avez pas le droit de colporter. Parce qu'en colportant cela, vous ajoutez au malheur du peuple togolais. Même vous, vous n'êtes pas à l'abri de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens peuvent assassiner dans l'anonymat des Togolais. Comment vous pouvez dire qu'il paraît? Demandez à la DMP s'ils ont reçu un arrêté d'interdiction. Ok, ça veut dire que vos matériels sont emportés. Pitié, ça va. Ça va. Je vous en prie. Lancée à Djougou il y a une semaine, la première journée du championnat professionnel de football béninois a connu son épilogue ce week-end. Ici, à Cotonou, au stade René Pleven d'Akpakpa, se jouait le match entre AS Cotonou et Sitatunga FC. Un match qui a tenu toutes ses promesses puisque les Cotonois se sont largement imposés sur le score de 3-0 devant leurs homologues de Sitatunga avec un bijou signé Michael Kofi. Tout nouvel entraîneur nommé sur le banc de AS Cotonou, le coach pense que son équipe sera à craindre cette saison. Bien, c'est une équipe de Sitatunga que j'avais vu jouer plusieurs fois. Ils ont une bonne équipe. Je sais, n'est-ce pas, qu'ils font circuler le ballon. Et nous avons tenté, n'est-ce pas, de les dissuader en nous replaçant de façon systématique. Mais comme ils laissent beaucoup d'espace, n'est-ce pas, dans leur dos, chaque fois qu'ils remontent, on essaie de jouer, n'est-ce pas, dans leur dos. C'est ce qui a fait que nous avons fait la différence. AS Cotonou, n'est-ce pas, va jouer mieux que la saison passée. Donc nous avons beaucoup plus travaillé sur l'aspect tactique parce que j'ai des joueurs, n'est-ce pas, qui sont techniquement bons. Et c'est à partir de ceux-là que je suis en train de construire, n'est-ce pas, l'équipe. L'équipe, n'est-ce pas, de AS Cotonou va faire mal. Ça, c'est sincère. La prochaine journée, je crois que notre adversaire va jouer demain. Nous allons essayer de les voir pour voir quelle sera, n'est-ce pas, la tactique pour aller contre cette équipe, n'est-ce pas, de Abranco. Buteur, passeur et homme du match, Michael nous livre ses impressions. Bon, je suis vraiment content pour cette prestation que j'ai faite aujourd'hui. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait longtemps que j'y travaille et je remercie Dieu de m'avoir accompagné, de m'avoir donné la force. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, mais j'ai su garder la tête haut. Et je suis vraiment heureux pour le but et la passe décisive d'aujourd'hui. Bon, l'essentiel, c'est de garder la tête haute, de ne pas se prendre la tête, puisque c'est le début. Il y a 34 matchs à jouer, je pense. Donc, il faudra garder le même rythme jusqu'à la fin pour essayer d'être parmi les 9 qui seront qualifiés. Le cap est désormais mis sur le week-end prochain pour la deuxième journée de ce championnat. Le football n'est décidément pas un long fleuve tranquille au Cameroun, en particulier pour Samuel Eto'o, l'ancien attaquant des Lions indomptables et actuel président de la Fédération camerounaise de football, déjà engagé dans un intense bras de fer avec le ministre des Sports camerounais, Nassis Mouel Kombi, a fait l'objet d'une sanction de la Fédération internationale de football association, laquelle lui a été notifiée ce lundi 30 septembre. La commission de discipline de la Fédération internationale a reproché à l'ancien numéro 9 du Barça et des Lions indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au comportement
offensant en violation des principes du fair play et à l'incorrection de joueurs et officiels. Si les raisons exactes qui ont justifié cette décision restent pour l'heure encore sombres. Cette sanction fait suite à des incidents survenus lors du 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20 qui opposait le Cameroun au Brésil à Bogota le 11 septembre dernier. Victoire du Brésil 3-1 après prolongation. Les Lioncelles ont été éliminés à la suite d'un match mouvementé, entaché par de nombreux faits de jeu et un penalty contesté accordé aux Brésiliennes alors que le Cameroun menait au score. L'interdiction prononcée à l'encontre de Samuel Eto'o l'empêche d'assister aux matchs masculins et féminins impliquant les équipes de la FECAFOOT de toutes les catégories et tranches d'âge. Samuel Eto'o ne pourra pas être au stade lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui mettra aux prises le Cameroun et le Kenya. La FIFA, par cette décision, a réaffirmé son engagement à faire respecter les règles du fair play et le bon comportement des officiels dans le cadre des compétitions internationales. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies lundi. Karamoko Jean-Marie Traoré a évoqué l'intérêt pour son pays de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel AES avec le Niger et le Mali. L'adhésion populaire et l'enthousiasme suscité par l'avènement de la Confédération AES trouvent en partie leur explication dans la défaillance et l'incapacité d'institutions et de mécanismes sous-régionaux à répondre aux préoccupations sécuritaires et légitimes de nos populations. Cette action salvatrice et salutaire vise prioritairement à protéger les populations du Sahel déjà éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire et contre lesquelles des mesures assassines délibérées ont été prises pour exacerber davantage leurs souffrances. Après des coups d'État au Mali, Burkina et Niger, les chefs des 3 jeunes du Sahel ont décidé de créer l'AES en 2023. Un groupe de modélistes malgaches a fabriqué à la main des bateaux pour le prince Albert de Monaco, le roi d'Espagne et même pour le pape. C'est dans un atelier appelé Le Village que les maquettes des bateaux ont été fabriquées. Les prix des modèles commencent à 150 €, mais ils peuvent atteindre plus de 10 000 €. Ce qu'on va cibler le plus, ça va être les bateaux de la marine nationale française ou d'une marine nationale étrangère. Pourquoi pas Malagasy, mais on est en train d'y réfléchir. Mais voilà. Et quand on touche à ça, on touche à l'armée. Qui dit armée dit secret défense. Donc obtenir des plans est compliqué. Néanmoins, on arrive à en obtenir. Souvent des plans un peu édulcorés. Il n'y a pas tout détaillé dessus, mais ça nous permet nous de produire un bateau plus moderne qui correspond à ce que peuvent rencontrer nos acheteurs au quotidien. 32 artisans sont employés dans ce chantier naval miniature situé dans la capitale Tananarive. Les bateaux sont poncés, cousus, peints et vernis avant d'être préparés pour l'expédition. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya visant à lutter contre la violence des gangs en Haïti. Sur le terrain, les premiers résultats restent mitigés. Il est donc clair que la mission, en l'état actuel, reste confrontée à de sérieuses limitations. Le soutien financier et matériel dont la MSS a grandement besoin demeure insuffisant. En outre, il ne fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle. Et dans ce cadre, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire, mais urgente. Un point de vue partagé par les autorités kenyanes qui appellent de tous leurs efforts à une véritable transformation. Avec le renouvellement de son mandat, la mission se prépare à établir les conditions permettant aux autorités haïtiennes de sécuriser le pays et de lancer la reconstruction sociale et économique.
Cependant, pour y parvenir, la MSS doit rapidement atteindre son effectif prévu de 2500 personnes contre seulement 410 policiers déployés à ce jour. Cette nouvelle mission de paix des Nations Unies devrait bénéficier de plus de moyens. Alors que nous œuvrons à renforcer la mission MSS en Haïti, il est essentiel de répondre aux appels explicites du gouvernement haïtien pour garantir la durabilité à long terme de cette initiative. Comme l'a souligné le président Leblanc devant l'Assemblée générale, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix des Nations Unies renforcerait la stabilité en offrant un financement plus fiable et en développant ses capacités. Le budget de cette mission multinationale était élevé à 600 millions de dollars par an. Nadji Mohamed Issa Belkacem est le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Libye. Après des mois de crise, la Chambre des représentants de Benghazi et le Haut Conseil d'État de Tripoli ont signé un accord sous l'égide de l'ONU le jeudi 26 septembre pour désigner cet ancien directeur du département de contrôle monétaire de la BCL. Il sera secondé par Moray Moftar El Halborossi qui occupe le poste de gouverneur adjoint depuis 2023. Cet accord pourrait aider à résoudre la crise liée à la gestion des revenus pétroliers qui a provoqué une importante chute de la production et des exportations de pétrole brut en Libye. En septembre, le pays n'a exporté que 400 000 barils par jour, bien en deçà de sa production habituelle d'environ 1 million de barils par jour. Le gouvernement de Benghazi avait stoppé la production et les exportations pétrolières le 26 août dernier, suite à l'éviction du gouverneur Sédik El-Kébir par l'exécutif rival. Le pape François est rentré de Belgique en condamnant les avortements et qualifiant même les médecins qui les pratiquent de tueurs à gages. Le souverain pontife a tenu ses remarques lors d'une conférence de presse en plein vol sur le chemin du retour au Vatican. Les médecins qui pratiquent cela sont, permettez-moi l'expression, des tueurs à gages. Ce sont des tueurs à gages. Et sur ce point, vous ne pouvez pas discuter. Vous tuez une vie humaine et les femmes ont le droit de protéger la vie. Il y a aussi le contrôle des naissances. C'est autre chose. Ne mélangez pas tout. Je ne parle que de l'avortement. Et vous ne pouvez pas en débattre. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je suis désolé, mais c'est la vérité. E su questo non si può discutere. Scusami, ma è la verità. Grazie. La Belgique essaie d'étendre la limite légale pour avorter de 12 à 18 semaines et le Parlement européen appelle à garantir des avortements gratuits et sûrs pour toutes. Des dizaines de parents d'otages détenus à Gaza ont manifesté ce lundi devant le domicile du Premier ministre israélien à Jérusalem, alors que la tension entre Israël et le Hezbollah s'intensifie. Suite à l'élimination du chef du Hezbollah, les familles des otages s'inquiètent du sort de leurs proches. Les manifestants exigent un accord de libération et la fin de la guerre. Les parents d'otages se disent peinés, furieux et stupéfaits que leurs proches ont été abandonnés pendant 1 an dans l'enfer des tunnels du Hamas. Le gouvernement israélien a affirmé qu'environ 70 des 100 otages sont toujours présumés vivants, mais Israël reste déterminé à poursuivre son offensive militaire dans le sud du Liban. Pour les familles des otages, de nouveaux fronts pourraient éloigner encore plus les perspectives de libération de leurs proches détenus à Gaza depuis le début de la guerre qui dure depuis 1 an. À l'occasion du 2e anniversaire de la revendication par la Russie de 4 régions ukrainiennes, le président russe Vladimir Poutine a tenu un discours accusant l'Occident de transformer l'Ukraine en tête de pont militaire visant la Russie. Nous n'avons pas délaissé nos frères et sœurs. Nous avons essayé de trouver une solution pacifique au conflit le plus grave. Vous savez comment ces négociations se sont terminées ?
par des mensonges, des falsifications et des tromperies de la part des élites occidentales qui ont fait de l'Ukraine une tête de pont militaire dirigée contre la Russie. Dans son allocution, Vladimir Poutine a indiqué que les entreprises des zones occupées sont activement restaurées et les hôpitaux et les écoles reconstruits. Non seulement le Donbass, mais aussi la Crimée et d'autres régions russes ont été désignées comme cibles. Les développements ultérieurs ont pleinement confirmé la nécessité et la validité de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Pour le chef d'État, l'opération militaire est un événement fatidique qui s'est imposé il y a 2 ans pour protéger les habitants russophones d'une dictature néo-nazie et d'un nationalisme radical.